Maintenant, je vais vous présenter Brigitte Filion, chargée de projet CRLB virtuel, inhalothérapeute, bachelière, possédant une vaste expérience clinique et administrative, ainsi qu'en gestion de projet dans le milieu de la santé. Elle est tout aussi passionnée que nos autres interlocuteurs. Elle a contribué au développement de projets cliniques et de recherche en lien avec l'utilisation des technologies de l'information dans le cadre de prestations des services à distance, et ce, en complémentarité aux services actuels. Donc, merci beaucoup, Madame Ducharme. C'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter aujourd'hui. En fait, c'est un outil d'information que nous avons ici à Montréal, qui vise à contribuer, en fait, à la participation sociale, la qualité de vie des personnes. Pour nous situer, en fait, le Centre de réadaptation Lucie Bruno offre aux personnes ayant une déficience motrice ou neurologique des services personnalisés, spécialisés et surspécialisés en adaptation et en réadaptation, en intégration sociale, résidentielle et professionnelle. Des services de soutien à l'intégration, l'aide et l'accompagnement aux familles, aux personnes et aux proches, le tout dans le but de contribuer à leur qualité de vie et la participation sociale. C'est en 2008 à 2013, en fait, que le Centre de réadaptation s'est doté d'une orientation stratégique qui visait, en fait, le développement des technologies de l'information, autant dans leur utilisation également. Donc, on a vu la naissance du projet du CRLB virtuel qui visait en fait différentes stratégies pour réaliser des activités pour intégrer les technologies de l'information. Bon, je devrais peser en même temps. Voilà. Initialement, en fait, il y a un projet de recherche qui a été réalisé. En fait, c'est un questionnaire qui a été élaboré, qui a été envoyé auprès de 500 personnes qui ont bénéficié de services du CRLB. Ce qu'on cherchait à faire, en fait, c'était d'établir les besoins de la clientèle. Une fois qu'on a pu faire un portrait des besoins, en fait, par la suite, il y a eu des groupes de discussion de réaliser autant avec les clients, les usagers, les gestionnaires, ainsi que les professionnels. Issu de ça, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les besoins identifiés par les usagers étaient un besoin d'avoir un accès rapide à l'information. Un besoin de connaître les services qui existaient pour les personnes handicapées, avoir accès aux professionnels de la santé, un site de petites annonces, avoir accès à un suivi post-congé, une offre de services permettant d'avoir accès à des services bénévoles et la possibilité d'interagir et de partager avec d'autres personnes. Cependant, en fait, la problématique de fond, c'était que peu d'instances, soit les CLSC, les C3S, l'OPHQ, étaient en mesure de préciser le niveau d'accessibilité à la clientèle qui avait une mobilité réduite et qui se déplaçait en fauteuil roulant. Donc, c'est ainsi qu'on a pu établir les objectifs qui étaient en fait de centraliser l'information pertinente en lien avec les besoins qui avaient été identifiés et de favoriser évidemment le sentiment d'être en collectivité et de favoriser l'autodétermination de notre clientèle. Tout ça, évidemment, en favorisant ou en offrant différents moyens d'échange entre les usagers. Tout ça, évidemment, la finalité était de contribuer à la participation sociale et la qualité de vie des usagers. Donc, c'est ainsi que nous sommes entrés en chantier avec le développement de différents répertoires. Actuellement, sur la plateforme du CRLB virtuel, sur le site de Lucie Bruno, on retrouve en fait 3 répertoires. Donc, il y a le répertoire de ressources multicatégories,
le répertoire de lieux de santé accessibles et le répertoire de loisirs et de sport accessibles. En fait, et tous ces 3 répertoires-là ont été développés selon les normes d'accessibilité et les normes d'accessibilité du Web et le Web interactif de 2.0. La manière dont on s'y est pris, en fait, nous avons fait une recension des écrits pour voir quels étaient là, les concepts d'accessibilité universelle, les normes de construction. Donc, nous avons consulté différents experts dans le domaine. Nous avons développé des grilles d'évaluation selon les particularités de chaque répertoire. Donc, on s'entend que si on évalue une bibliothèque, on ne regarde pas nécessairement les mêmes aspects que si on évalue une clinique médicale. Donc, par exemple, quand on évalue une clinique médicale, certains éléments techniques, tels qu'une table d'évaluation, une table hydraulique, c'est tous des éléments qui ont été inclus là, dans les répertoires. Donc, on peut voir là, la rigueur des grilles par cette diapo. Donc, le répertoire de lieux de santé accessible, c'est un outil de référence qui va coter le niveau d'accessibilité des cliniques pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant manuel ou motorisé. Donc, l'approche a eu lieu par CLSC C3S. Donc, à la base, ce qu'on voulait, c'était de retrouver par territoire de CLSC, les disciplines les plus fréquemment consultées là, dans la vie courante. Donc, on parle d'un dentiste, on parle d'un médecin de famille, on parle d'une clinique, l'optométriste, par exemple. Et à un plus vaste territoire, on cherchait à répertorier des spécialités qu'on a à consulter, mais peut-être un peu moins fréquemment. On parle de cardiologue, pneumologue, etc. Nous avons évalué les lieux de santé, donc les cliniques réseau, dentistes, ophtalmo, et les éléments techniques, dont les appareils de mammographie, table hydraulique, balance et appareils d'optométrie. À ce jour, dans le répertoire de lieux de santé, nous avons sur l'ensemble de l'île de Montréal près de 225 lieux qui sont répertoriés et ces lieux ont été évalués par une main-d'œuvre qualifiée. On peut voir ici la carte de l'île de Montréal. En fait, les différentes couleurs représentent les territoires des C3S de Montréal et les sous-sections vont représenter les territoires de CLSC. Ensuite, on a poursuivi nos travaux avec le développement d'un deuxième répertoire, et ça en partenariat avec Altergo et Constance Lethbridge. En fait, le répertoire de loisirs et sport est un outil de référence qui va coter le niveau d'accessibilité des lieux de loisirs et de sport pour l'île de Montréal, pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant manuel et motorisé. Et nous avons également évalué les éléments d'accessibilité pour les personnes avec une déficience visuelle et auditive. Donc, les catégories que nous avons, les catégories de lieux, en fait, nous avons évalué des arénas, des bibliothèques, des centres de loisirs, des maisons de la culture, les grands parcs, les parcs de quartier, piscines intérieures. Donc, cette fois-ci, on a utilisé l'approche par arrondissement. C'est avec une grande fierté aujourd'hui qu'on déploie en fait le territoire de l'ouest de la ville qui ajoute 175 lieux, ce qui fait que pour un total présentement de 325 lieux pour l'ensemble de l'île. Donc, on voit ici la ville de Montréal qui est séparée avec tous les arrondissements. Donc, on s'entend que c'est quand même un vaste territoire à couvrir. Et tout ça, évidemment, les évaluations ont été faites également par une main-d'œuvre qualifiée.
Sur le site web de Lucie Bruno, on peut accéder au répertoire. Donc, vous avez à la sortie des signets à laquelle vous pourrez là, vous référer au site web. Les utilisateurs qui auront créé leur profil auront la possibilité de coter et de commenter, mais pour l'ensemble de la population qui consulte, on peut y retrouver en fait des cotes d'accessibilité, partiellement accessibles ou non accessibles, avec des avantages qu'on retrouve et également des inconvénients. Donc, nos perspectives futures, en fait, nous travaillons actuellement à développer un 4e répertoire qui sera probablement en ligne, en fait, c'est l'automne 2015, oui, c'est ça, une petite coquille. Donc, c'est à la suite d'un projet spécial intitulé Club des apps, pour lequel on est en train de recenser à travers des groupes de discussion effectués avec la clientèle. Ça sera des applications mobiles utiles à la réalisation de la vie quotidienne. Et on est également en travaux avec le groupe de recherche du Montréal, en fait, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, pour regarder comment on pourrait faire pour adapter une application mobile ou en développer une, en fait, à partir duquel nos répertoires pourraient être accessibles. Donc, voilà. La parole est à vous. On passe. Merci beaucoup. Thank you. Diana Palmer from Australia, and I've got a question for Bridget. Your project sounded very similar to something that we've piloted in Australia as well, and I'm just curious about how you found the connection rate, so how many people are using it, and are they residents that are using it or visitors to Montreal? We do have some statistics in terms of connections through Google Stats. So we keep a trace on the affluence, and it's for those people who don't have a profile created on the platform, it's difficult for us to know if it's residents of Montreal or if it's visitors, for example, that would come in. So what we try to do is we've tried to promote to the general population, but we also use the platform as a tool for our caregivers at Lucie Bruno Rehab Center. So that they can refer their clients to the platform to find different kind of venues that they would need. Okay, thank you. My pleasure. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre. Je voudrais savoir aux différents présentateurs combien de temps il faut pour faire un audit et rentrer l'information dans l'ordinateur. Et la deuxième question, tous les combien de temps on fait une visite pour mettre à jour les données? Alors, pour l'association Accessi, au niveau de la régularité, donc c'est une évaluation qui est attribuée pour les bâtiments pour 3 ans. Et comme elle est à la demande du propriétaire ou du gestionnaire, s'il ne renouvelle pas sa demande, la labellisation disparaît du site Internet. Donc, s'il veut continuer à y figurer, il y a une nouvelle visite qui est refaite et c'est obligatoire. On repasse sur le terrain au minimum tous les 3 ans. C'est notre période de lancement. On sait bien qu'à terme, il faudrait pouvoir passer plus régulièrement encore. Concernant les événements, là, c'est une labellisation unique, seulement pour l'événement. Et là, le processus, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais est un peu différent, puisque là, on impose un accompagnement des organisateurs. Parce qu'un événement, c'est très compliqué à rendre accessible.
Et pour le moment, on est tellement dans l'inconnu que les organisateurs d'événements ont besoin d'aide pour savoir comment on labellise, comment on met en place des adaptations pour les personnes handicapées dans un festival de rock au plein milieu d'une prairie. Ça leur paraît totalement impossible. Et donc on les suit pendant 3 à 4 mois à l'avance et on donne une information préalable. On annonce sur le site internet que les organisateurs ont l'intention d'atteindre ce niveau, un niveau X d'accessibilité. Et le jour de l'ouverture, on vérifie ce niveau d'accessibilité et il nous est arrivé, encore cette saison-ci, de ce qu'on dit dégrader le label, de dire non, vous n'avez pas atteint le niveau souhaité, et donc on redonne l'information sur le site internet. Et donc là, c'est une labellisation pour une édition de l'événement. Quant à la durée de l'audit, bien sûr, il dépend de la taille de l'infrastructure. On va dire que pour des bâtiments, en général, bâtiments classiques, hôtels, restaurants, etc., en une demi-journée, il n'y a aucun problème pour le faire. Maintenant, on sait bien qu'on doit gagner du temps sur l'encodage et la transcription des résultats, puisque les audits sont payants pour les propriétaires. Donc, plus on gagne du temps, plus c'est attractif parce que moins c'est cher. Et donc, nous sommes en train de finaliser une informatisation du relevé pour qu'il y ait une proposition des résultats qui se fasse de façon informatique avant d'aller en comité d'attribution. Et de toute façon, à terme, d'ici quelques mois, les résultats les cotations de l'audit sur le terrain seront également en ligne à destination des personnes qui veulent en savoir un peu plus, puisque si nous on dit que c'est vert et qu'elles veulent vérifier, elles pourront aller voir que c'est vert, mais que la largeur est de, mettons, 88 cm exactement. Donc le temps dépend un peu des situations, mais on sait que c'est crucial pour que l'audit soit le moins coûteux possible pour le propriétaire qui le demande. C'est une démarche volontaire dans notre cas. Madame Filion, aviez-vous quelque chose à... En fait, pour nous, pour les lieux que nous avons évalués, tous les établissements de santé, en fait les cliniques ou les lieux de loisirs et de sport évidemment, on a fait les évaluations avec leur collaboration et ils ont été invités à consulter nos répertoires pour valider en fait l'information qui avait été mise sur le site web. Donc ça, c'était une façon pour nous de valider les informations. Ils ont été invités à communiquer avec nous pour tout changement dans leur service ou des changements d'accessibilité du point de vue architectural. De l'autre point de vue, nous misons à la pérennité, la mise à jour des répertoires par l'interaction du web. Donc, les utilisateurs qui créent le profil peuvent nous faire part de leurs commentaires, leurs observations. Et c'est la manière dont on assure le suivi. Mr. Manning, I'm not sure how good your French is. Did you hear what the question was? I think so. But The first question was, how long does it take you to do an audit? And the second one was, how often do you verify if it's still as accessible or not accessible as it was? Then I did get it right. I'm Okay. lucky. That has been, well, first, for any actual certification or verification process, whether it's ISO or whether it's green whatever, that has been the biggest challenge, and that is why so many of them have disappeared. And the reason for that is that the continuing costs to have professional certification and verification, and also the legal liabilities associated with providing that, and therefore your vouching that something is as it says it is, have started. That is why so many of the certification procedures, whether it's quality or environmental soundness or accessibility, have had great difficulties, and many of them has gone out of business, certainly as commercial enterprises. And that is simply because it is an expensive thing to do, and while many of the large hotel chains have been happy to do that because they see the direct benefits, and Scandic being by far the most advanced anywhere. But
The reason we've gone the route we have is to avoid many of those issues, because the bed and breakfasts and the small restaurants and the curio shops and the people running roadside attractions and the people in smaller countries and less developed countries can't do that. At the same time, it in no way undermines the need to continue having the Scandics doing the excellent work, the people doing the advancing the standards and developing them where they can. But we would really like to outreach to everyone and to make sure that when you are looking online or through any or through an agent, that you can find out basically whether it's safe for you and what the conditions are likely to be there. And that can be whether it's a safari in Botswana or a boat ride in the Indonesian islands or wherever. And we feel that something has to be there that provides the fundamentals. And obviously we'd be delighted if everybody reached the German standard or put in legislation like they have in the United States to really encourage people to build accessible facilities and renovate. But these little guys aren't going to do that. But they just might be accessible for you. And that's really why we've been looking at our approach as a complement to all of the superb work that everybody else is doing. Okay. And Mr. Vitelli, do you have something on either how long it takes to audit and or every how year, often you go back to make sure it's every year we come back to the structure for collecting the new data for control if the improvement we suggest is applied every year, because the structure pay for our brand and we go for that to control. And the data is completely free. You can find in our internet site, villageforall.net. It's completely free for end user, for tourists, but it's completely free for tour operator, for association, for everyone want to use. And we give all the information and all the document to the structure who can use in the internet site and in the brochure and the presentation they use. So, thank you. Thank you.